passe à l'américium. Alors l'américium, 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 gros truc, l'américium, prenez TP21. TP21, c'est là qu'il y a le plus de précision pour le lire, parce que j'ai encadré en rouge des trucs. Et c'est la page 2 de TP21. Américium, 95-241. 95 parce que c'est de l'américium. 241, nombre de nucléons, 241 nucléons. Alors, l'américium, si on regarde ce diagramme-là qui est bouleversant, absolument presque surréaliste, il y en avait pire que ça, hein, mais déjà pas mal celui-là. Si on prend l'américium, que se passe-t-il? Alors, l'américium se transforme, première constatation, en neptunium. En bas, neptunium. Neptunium 237. Donc ça laisse présager quoi? On passe de 241 à 237. On se dit, si on n'est pas trop con, on a perdu 4 nucléons dans l'affaire. 4 nucléons, on n'a pas 50 000 désintégrations possibles, il y a alpha, bêta et gamma. 4 nucléons, une désintégration à 4 nucléons, c'est alpha. Donc c'est noyau d'hélium. Donc on passe de 95 à 93 pour le Z. Donc d'américium à neptunium. Voilà, c'est tout con, vous voyez. Et d'ailleurs, en haut à droite, c'est marqué alpha. En haut à droite du diagramme. Donc désintégration alpha. Alors là, attention les yeux, hein, parce que attention les yeux, chez attention les yeux, quand on est américium et qu'on bascule en neptunium, arracher un alpha, arracher 4 nucléons d'un coup, enfin s'amputer même de 4 nucléons d'un coup, ça se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Résultat des courses, le neptunium est excité sur plein de niveaux possibles et imaginables. Et vous voyez que vous pouvez laisser le neptunium envoyer votre alpha avec plus ou moins d'énergie cinétique. Et donc, puisque vous l'avez vu, il y a une chaleur de réaction, hein, on l'a vu dans les tout premiers transparents du cours, une chaleur de réaction à toute réaction nucléaire. Eh bien, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après le défaut de masse, c'est MC2, et MC2, c'est de l'énergie. Eh bien, l'énergie, elle peut être cinétique, elle peut être gamma, elle peut être tout ce que l'on veut comme énergie. Donc, plus on envoie le gamma avec de l'énergie cinétique, moins il nous en reste, et moins on envoie le gamma avec de l'énergie cinétique, on lui fout un coup de coude et puis c'est tout, et plus il nous reste d'énergie, et donc 2 niveaux excités du noyau possible. Donc c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que vous avez tous ces niveaux d'énergie-là du noyau. Vous voyez que ça débute à 0,770, c'est-à-dire 770 keV, 0,770 MeV. Les physiciens nucléaires parlent toujours en hautes énergies, donc c'est toujours 0, quelque chose, 0, quelque chose MeV. Hein. Donc 770 keV, nous on est à peu basse énergie, notamment pour celui-ci, on va descendre à beaucoup plus basse énergie. Voilà, donc vous voyez tous ces niveaux-là. Donc on se dit, waouh, on est un peu perdu là-dedans, parce qu'il fait quoi au juste là? C'est quoi le bordel? Alors, on regarde un peu plus près, et puis les physiciens nucléaires sont peut-être chiants parce qu'ils ne marquent pas tout, mais au moins ça, ils l'ont marqué. Dès que ça les intéresse, ils marquent. Et qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ils ont mis des proportions dans lesquelles ça arrive. Et vous voyez que le niveau qui est tout en haut, 770 keV, il est à 4 puissance moins 5%. C'est-à-dire qu'il est à 40 millionièmes. Donc, il vous faut 40 millions de noyaux d'américium, c'est jouable, hein. C'est même rien du tout, 40 millions. Il vous faut 40 millions de noyaux d'américium pour avoir une chance d'en voir un, est le noyau de neptunium, formé après la désintégration alpha, sur le niveau 770 keV. Donc, ça veut dire, ça se fait, mais ça n'arrive pas souvent. Première conclusion qu'on peut tirer. Donc on se dit, bon, si ça n'arrive pas souvent, c'est pas la peine de s'attarder, quoi. Le voir, ou alors on reste très longtemps, ou on considère que c'est négligeable selon ce qu'on veut faire. Donc il y a peut-être d'autres choses qui se passent. Effectivement, il y a d'autres choses. On peut être plus bas sur le niveau, juste en dessous, 756 keV ou 721 keV, ou encore plus bas, là il y a un gap, vous voyez qu'il y a un intervalle à franchir, 785
keV, bah, c'est pas beaucoup plus grand, hein, 1,4 10 puissance moins 4%. Bon, tout ça, ça arrive jamais, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ou rarement. Et puis tout en bas, on s'aperçoit que, ah, tout de même, enfin, que faisait la police? 86%. Vous voyez que c'est l'avant-avant-dernière ligne, l'avant-avant-dernière sur l'avant-dernière ligne, 86% cerclés de rouge. C'est-à-dire que sur 100 noyaux d'américium qui se désintègrent en neptunium, dites-moi quelque chose si vous avez envie de me le dire, parce que si vous chattez, moi je suis sur une autre page. Je suis sur une autre page, donc je ne sais pas si... parce que je vois quelqu'un qui m'a marqué. N'entendez plus rien. C'est quelle page qu'on regarde là? Là, on est en train de regarder TP2.1. Et on est en train de regarder la page 2 de TP2.1. Voilà. OK. Donc, sur la page 2 de TP2.1, donc, vous voyez que les niveaux d'américium 241 sont répertoriés, comme je le disais à l'instant, sous forme horizontale, hein, tous les niveaux d'énergie. Et la chance de tomber dessus, la chance de les atteindre, la chance d'être dans ces niveaux d'énergie-là, quand on s'est amputé d'un alpha, comme indiqué dans le cercle rouge tout en haut à droite, tous ces niveaux d'énergie sont très faibles. La chance de les avoir, la chance de tomber sur ces niveaux d'énergie-là quand le noyau est excité, après s'être auto-amputé en quelque sorte, eh bien, sont des niveaux d'énergie relativement faibles. Faibles pas en énergie, mais faibles en chance, en probabilité de les avoir. Sauf qu'il y en a un qui est cerclé de rouge aussi, 86%. Donc 86%, ça veut dire que sur 100 noyaux d'américium qui se transforment en neptunium, on a en moyenne 86 noyaux qui vont tomber sur un niveau d'excitation du noyau de neptunium de 59 540 électronvolts, 0,05954. Vous voyez où vous conduit la flèche, 86% vous conduit sur le niveau 59-50. Donc, niveau 59-54, vous vous dites qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là. Et vous voyez que niveau 59-54, donc, les physiciens nucléaires, vous avez peuplé le niveau 59-54, et vous redescendez vers le fondamental. C'est la 1, 2, 3, 4e, 5e flèche en partant de la droite, vous monte flèche verticale, que vous passez du niveau 59-54 à 0, au niveau fondamental du neptunium. Neptunium relativement stable, hein, vous le voyez à l'extrême gauche du graphique, 2,4 10 puissance 6 years, donc 2,14 10 puissance 6, donc 2,14 millions d'années de stabilité avant lui-même de se désintégrer. Donc le neptunium fait partie des trucs à grande durée de vie dont il est difficile de se débarrasser. Puisque dans 1 million d'années, vous ne serez plus là. Hein. Donc, à 86%, vous peuplez ce niveau-là, 59-54, et qu'est-ce que vous pouvez faire après? Relaxer vers le fondamental. Alors, vous pouvez relaxer directement en passant du niveau 59-54 au niveau 0. Et bien entendu, vous avez lâché un gamma de 59-54. La différence entre les deux niveaux, entre le niveau 0 et le niveau 59-54. Vous avez lâché un gamma de 59-54, keV, 59 540 électronvolts. Est-ce que ça se fait souvent? Oui, ça se fait relativement souvent parce que vous voyez avant ce qui est marqué en oblique 0,4, il y a un petit 94. Et 94 indique que c'est à 94% que ça se passe. À savoir que à 86%, vous peuplez le niveau 59-54, et tous les noyaux de neptunium qui se sont à ce niveau-là, tous les noyaux de neptunium qui sont à ce niveau-là,
Si vous en avez une centaine, 94 en moyenne redescendent directement vers le fondamental en envoyant un gamma de 59-54. Donc, américium à 86%, vous devenez neptunium sur le niveau 59-54. Niveau 59-54, vous redescendez sur le niveau fondamental à 94% des 86%. Donc, ça veut dire très souvent, en fait. Alors, niveau 59-54, vous ne pouvez pas le garder indéfiniment. Donc, ça veut dire que si vous ne le faites pas à 94%, il faut que vous fassiez autre chose. Vous ne pouvez pas rester sur le niveau 59-54 comme ça toute votre vie. Noyau, en tout cas, le neptunium. Donc, il faut relaxer vers le fondamental aussi, mais par autre chose. Et si on a 94, ça veut dire que pour rejoindre 100%, il nous reste 6%. Et les 6% restants, vous voyez ce que vous faites, c'est marqué juste à côté. À 6%, vous larguez un 26,35. Un 26 350 électronvolts. Un 26,35 keV, kilo-électronvolts. À 6%. Alors, si vous larguez un 26,30, entendu, vous n'avez pas relaxé 59-54 complètement, donc il vous reste un autre truc à faire. Et effectivement, avec le 26-35, vous peuplez le niveau 33-20. Vous remplissez le niveau 33-20, duquel vous allez relaxer aussi. Duquel vous allez relaxer à 100% parce que vous n'avez plus rien d'autre à faire. Et c'est pour ça que ce n'est pas indiqué. C'est juste indiqué le passage, la toute première flèche verticale depuis partir à droite, et indiqué M1 plus 1,4% de E2. C'est simplement pour dire que le passage de 33,20 à 0 se fait par émission dipolaire électrique, émission dipolaire magnétique et quadrupolaire électrique. Et ça ne nous intéresse pas ici. En tout cas, ce n'était pas la peine de marquer 100% parce qu'on se doutait qu'en ayant peuplé le niveau 33,20, qui est le dernier niveau avant 0, eh ben, à 100%, tous les niveaux d'énergie qui sont à 33,20 ne peuvent que redescendre sur le niveau fondamental. Donc, si je résume ça, on peut peupler très souvent le niveau 59-54, duquel on peut redescendre sur le niveau fondamental, en émettant un gamma de 54. Et si on ne fait pas ça, dans les 6% restants, on émet un gamma de auquel suit un gamma de 33,20. Puisque avec l'émission 26-35, on est passé de 59-54 à 33,20, et après on émet le 33,20. Donc on s'attend à déjà 3 raies. Une première raie de 59-54, une raie de 26-35, et après une raie de 33,20. 3 phénomènes gamma de signature explicite et que les physiciens nucléaires s'accordent à nous donner comme étant des vérités. Donc moi, j'arrive avec mon photomultiplicateur, enfin avec mon détecteur, et puis je mets ça devant la source d'américium radioactive, d'américium, et j'attends de voir. J'enregistre le spectre de la désintégration de l'américium, et notamment les rayons gamma du neptunium. Et donc, c'est le spectre TP32. Prenez-le, spectre américium 241. TP32. Américium 241. Comment le pourcentage total est supérieur à 100% pour la désexcitation? Est-ce que tu as vu que c'était supérieur? Ah non. Cause. Vous n'êtes pas de micro, tu me diras. Monsieur, vous coupez un petit peu parfois. Ah oui? Ouais, Ouais. Bon, vous Beaucoup me plus dites. que tout à l'heure. Pardon? Beaucoup plus que tout à l'heure. Ah oui, ouais, c'est possible. Bah, écoute, je sais pas. Je n'y suis pour pas grand-chose, malheureusement. Ouais, je sais bien. Donc, Anand, pourquoi tu me dis que le pourcentage total?
Total T-O-T-A-L et pas E, c'est pas une pourcentage, c'est 1%. Toi, tu me dis qu'il est supérieur à 100. Entouré en rouge, on a 94,6. Oui, eh ben 94,6, ça fait 100 chez moi. Alors, Alain ne m'entend pas. Ah mais non, on n'est pas. Mais non, parce que les broutilles dont tu parles, ah non, c'est des broutilles qui sont dans la colonne de gauche, mais c'est des broutilles qui viennent s'additionner à 86%. Pige. 86%, c'est 96% plus 12% qui sont au-dessus, plus 0,12% qui sont en dessous, plus 0,25 qui sont, on peut atteindre le niveau fondamental sans rien faire, plus tous les pouillèmes qui sont au-dessus. Ça fait 100%. Et quand tu as atteint un niveau, et quand tu as choisi un niveau, ici nous 59-54, 94 plus 6, ça fait 100% de ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qui est à gauche, c'est 100% pour le total de ce qui est à gauche, et on ne parle que de ce qui est à gauche, mais une fois qu'on a choisi qui s'appelle un embranchement, une fois qu'on a choisi un embranchement, c'est-à-dire qu'on a peuplé un niveau, là on s'intéresse à ce qui se passe sur ce niveau-là, qui doit être aussi de 100%, on ne peut pas rester comme ça en l'air en permanence. Donc il va falloir descendre à 100% vers le fondamental. Et comment on va le faire? Peut-être 2, peut-être 3, peut-être plus. Prends les niveaux les plus hauts d'ailleurs, tu vas voir qu'il y a plein de voies pour redescendre. Mais quand on passe d'un niveau à l'autre, ouais, on passe d'un niveau à l'autre, à chaque fois, on remet le compteur à 100%. Et puis on regarde ce qui se passe à ce niveau-là quand on y est. On peut cascader, puisque bien entendu, il faut quitter ce niveau-là, et on a 100% de chance de le faire. Mais par plusieurs voies différentes, chacune a ses proportions. OK? Voilà. Donc, on a peuplé le niveau 5,4. On peut descendre à 94% sur le niveau 0. Et à 6% restant, eh bien, on émet un 26,35 qui lui-même va nous permettre de peupler le niveau 33,20, duquel, à 100%, puisqu'il n'y a plus que ça à faire, on va descendre de ce niveau-là. Donc, on se dit, j'ai 3 raies. Une raie vachement dominante à 94% qui va être la raie de 59-54. Donc celle-là, ça arrive souvent. Des gammas très fréquents. Et puis une petite raie qui va pousser à 26-35. Et dans la même proportion, une raie à 33-20 qui va pousser elle aussi, puisque chaque fois qu'on fera un 26-35, on tombe sur le niveau 33-20, descendre de ce niveau. Même mieux que ça, le niveau 33-20 devrait être supérieur au niveau 26-35. Au 6% de 26-35. Pourquoi supérieur? Parce que 33-20 peut être peuplé par d'autres arrivées, toutes les flèches qui sont sur la gauche, et qui n'obligent pas à passer par 59-54. Donc on doit avoir même un 33-20 légèrement supérieur, dû à tous les trucs qui arrivent plus rarement, mais qui vont peupler directement le niveau 33-20, auquel on va relaxer. Et on fait le spectre. Et là, méga surprise, donc TP32, spectre AM241, méga surprise. Alors j'ai fait exprès de vous caler l'arrêt de 59-54 le plus à droite, là au canal 4000. Donc là, il vous faut au premier abord et même au deuxième abord 2048, 4096 boîtes aux lettres. 1096 boîtes aux lettres pour tous les gammas, tous les rayons X, enfin tous les phénomènes qui vont vous arriver. Et 4096 boîtes aux lettres. Et là, j'ai calé la raie de 59-54 le plus à droite possible, parce qu'on a que ça à voir, en fait. C'est 2 ou 3 raies là qui nous intéressent. Donc 59-54 à la louche, j'arrondis 60. Je l'ai mis sur 4000, par chance ça tombe pile sur 4000, donc c'est parfait. Et je vois apparaître ce spectre-là avec toutes ces raies-là. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel-là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans?
Et c'est quoi ce paquet de raies là? D'où ça sort tout ça? Il y a un truc qui va pas là. Un truc qui va pas, parce que déjà, c'est toutes des énergies qu'ils devraient avoir. Quand je regarde le tableau nucléaire, diagramme, et puis, je me prends la tête, et puis je me dis: «Bon, faut réfléchir à ça, il y a un truc là, un truc». Donc 26, 60 keV. Vous m'entendez toujours là? Il y a toujours du son? Ouais, après il y a Alel qui me dit qu'elle peut plus suivre parce qu'elle a plus de son apparemment. Ah mais oui, alors ça vient certainement de chez elle cette fois, parce que j'ai pas de Je sais pas, si elle arrive pas à m'entendre, c'est que ça vient de chez elle, ouais. ouais, c'est une bonne remarque. Tu feras un bon expérimentateur, toi. Ouais, j'aimerais bien, mais malheureusement, je suis trop mauvais pour ça. Ah ben non, il y a pas à être mauvais, tu mets plus de temps, c'est tout, hein. Ouais. Mais c'est pas grave. Bah, un peu, j'ai l'impression. J'ai Non, l'impression que non. certaines matières vont toujours, enfin, que certaines choses vont plus vite que d'autres, surtout Ouais, en bah, tu sais, moi informatique. j'en ai repassé un paquet moi de matières, je peux te dire. Alors là, j'ai pris mon temps, hein, ça n'empêche pas. Au moins, tu as le temps d'apprendre comme ça, tu vois? Ouais, ouais, bah, ouais, c'est un truc qui a disparu au semestre 3, j'ai l'impression, après je Oui, me oui, demande c'est comment oui, tout est oui, devenu. faut aller vers la rentabilité aujourd'hui. Ouais, c'est un peu chiant. Je crois que Oui. vous m'aviez déjà parlé, du fait que le semestre est pas assez étendu et que du coup, on devrait un peu plus l'étendre. Oui, Pour qu'on ait oui, plus le temps d'apprendre ce parce que là, ouais, mais cela dit, tu peux un peu négocier des rallonges avec la direction du FR, justement, Jean-Pierre Hermier, tout ça, tu peux aller le voir en lui disant, bon, même si ça galère un petit peu, il y a un petit peu de temps qui est nécessaire, tout ça, une maturité à acquérir, et puis voilà, donc ça peut, je pense, se négocier, hein, des dérogations, ça peut se négocier. ouais, je vais essayer. Parce que bon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an et il était pas très amical. Oui, bon, parce qu'il est un peu comme ça, il est un peu froid et pincé, mais ça se soigne. Il paraît qu'il fait de la méca quantique en plus, Oui, aussi. oui, il a une origine qui est proche de ça, oui, effectivement. Bah, je verrai par moi-même, hein. Après, je sais pas s'il l'enseigne, c'est plutôt Xavier Kellin qui doit enseigner le mécacu. Enfin bon. Ouais, la méca Q2, il me semble que c'est parce Ah que ouais, j'ai vu peut-être, non? Arnaud qui m'en parlait, ouais. Ouais, peut-être, ouais. OK, donc moi je regarde le spectre, TP 3,2, et puis, je suis surpris, quoi. Je suis surpris parce que, on voit, je l'ai calé à droite, en se disant, parce que tout le reste comme ça, c'est que du pouillem, on s'en fout un peu, donc je regarde ce qui arrive le plus souvent. Je me dis: «Bon, il y a vraiment une raie qui pousse là, ça doit être, admettons, celle de 60 keV, 59-54, je la cale à droite, je vais regarder le reste, on verra bien, et puis si c'est pas celle-là, ben, on réajustera. Je tournerai le potentiomètre de l'ampli, et puis je descendrai un peu pour voir les autres raies, je descendrai un peu, en facteur d'amplification pour voir les raies de plus hautes énergies. Enfin bon, je vais essayer de jouer là-dessus, et puis je fais des acquisitions les unes derrière les autres. Et puis donc là, je tombe sur le 60 keV que je cale à 4000 à peu près, comme ça, histoire que vous l'ayez en bout de course, et je me dis: «C'est la 60 keV, 59-54». Alors, je me dis, il y a 59-54, il y a très faiblement 26-35, et chaque fois qu'il y a 26-35, il y a 33-20. Alors, je me dis, la moitié de 4000, c'est 2000, je regarde le canal 2000, et effectivement, à gauche du canal 2000, je vois une raie que je peux penser être la 26-35. D'autant que je vois sur la droite du canal 2000 une merde là qui traîne, que je peux penser être 33-20. Ça correspond pas du tout à ce que j'attends, hein. On est d'accord là-dessus, sur les intensités relatives. Ça correspond à rien du tout de ce que j'attends, mais quand même un petit diagnostic là, les prémices de quelque chose. Je me dis, ça pourrait le faire en raisonnant comme ça. Donc, première question, comment se fait-il que 59-54, je la vois là, d'intensité 200 là à peu près, ordonnée. Comment se fait-il, alors elle arrive à 94%, comment se fait-il, ce qui devrait être donc pratiquement 10 fois moins,
je vois aussi de manière aussi intense la prétendue 2635 qui est à gauche du canal 2000. Qui est pratiquement de la même hauteur que la 59-54 alors qu'elle devrait être 10 fois inférieure. Et puis je me souviens d'un truc on peut aller retourner voir dans TP11 et notamment à la page, je ne dis pas de bêtises, est-ce que je l'ai marqué? C'est que je l'ai marqué. Voilà, à la page 1122 de TP11, justement à propos de l'effet Compton, où j'ai marqué sigma pH, section efficace de l'effet photoélectrique. Donc la chance qu'un gamma, vous avez sur le petit dessin qui est à gauche, la chance qu'un gamma a de faire de l'effet photoélectrique, de rencontrer quelque chose sur sa trajectoire, de faire de l'effet Compton. La section efficace, comme on dit, la section efficace, c'est la chance que j'ai d'atteindre la cible en faisant du tir à l'arc. Mieux, la chance que j'ai, ou pas, d'atteindre le centre de la cible, ou à côté, ou en jouant en fléchette. Vous avez déjà joué aux fléchettes, et puis un peu bourré, vous ratez même la cible. Hein. Donc, pas sûr d'arriver même à atteindre la cible. C'est Ré qu'alpha, voilà, c'est ça. C'est quelle chance que j'ai que mon photon gamma rencontre quelque chose. Et quand on regarde la section efficace de photoioniser un électron, ioniser en tapant dans un électron, bon, c'est proportionnel K à Z 4, 5, 4,5, 4 ou 5, voilà, ou 5, du matériau que l'on veut photoioniser, donc de l'atome que l'on veut photoioniser, auquel on veut arracher un électron, est proportionnel à Z4,5 sur E3, l'énergie du gamma, à la puissance 3. Alors on comprend bien. On comprend bien pourquoi le plomb arrête plus facilement des gammas que l'aluminium ou je sais pas quoi. Parce que le Z du plomb, 82, c'est pas le Z de l'aluminium, 17 ou chose du style. Donc, si on est à la puissance 4, vous voyez que la section efficace, elle prend une claque dans la tronche énorme. Si on multiplie par 2, par 3, que l'on multiplie par 81, la probabilité de le faire, parce que 3 x 3, 9, 9 x 3, 27, 27 x 3, 81. Et ça va donc très vite, avec le Z. Et que la section efficace est inversement proportionnelle à l'énergie du gamma. Bah oui, on s'en doute, hein, si le gamma est très énergétique, si le rayonnement est très énergétique, que ce soit un gamma ou un X, c'est toujours du rayonnement électromagnétique. Hein. Même la lumière qui frappe votre œil actuellement, c'est de l'énergie électromagnétique. Hein. Photons. Donc tout ça, ça n'est que des photons. Nous, on ne voit pas les photons gamma parce qu'on n'a pas l'œil fait pour. Eh bien, cette énergie-là, la section efficace est d'autant plus importante que l'énergie est faible. Bah oui, parce que plus l'énergie est élevée et plus le gamma ou le rayon X va traverser, c'est ça que ça veut dire. Et vous voyez que la section efficace, la probabilité de détecter un rayon gamma, un rayon X, hein, est inversement proportionnelle à la puissance 3 du rayonnement. C'est-à-dire que vous multipliez par 2 l'énergie de rayonnement, vous multipliez par 8 la probabilité de ne pas être détecté. Ou si vous préférez, vous diminuez d'un facteur 2 l'énergie du gamma ou du rayon X, et vous augmentez d'un facteur 8 la probabilité d'être arrêté, d'être détecté. Alors quand vous regardez le spectre, pour en revenir à TP32, quand vous regardez le spectre que j'en ai fait, de la méricium, du neptunium, on comprend mieux ça. On comprend mieux qu'à 6%, on devait avoir 26-35. Et quand on passe de 59-54, donc 60, à 26-35, donc 30, on diminue par 2 l'énergie.
Donc, en diminuant par 2 l'énergie, on a multiplié par 8 la probabilité d'être détecté. Ça varie en 1 sur E3. Si on multiplie par 8, vous voyez bien que si vous n'avez que 6%, multipliez 6% par 8, 6 fois 8, 48, ça vous fait 50%. Vous passez soudainement de 6% à 50% d'être détecté. 50% d'être détecté, c'est presque la moitié, et 94% d'être détecté, d'avoir pu détecter un gamma de 59,5. L'arrêt de 26,35 est à peu près à la moitié de l'arrêt de 59,54 et que vous la voyez si bien que ça, alors que vous ne deviez presque pas la voir. Le gamma de 59,54 a plus de chances de ne pas être détecté et le gamma de 26,35 a plus de chances d'être détecté. Donc il y en a un qui s'écroule avec l'énergie et l'autre qui gagne en intensité, toujours parce que son énergie étant plus faible, il est plus facilement détecté. Donc, je raisonne en marchant. Hein. Donc, je vous donne le mode opératoire du raisonnement en termes de réflexion et d'analyse. Donc, je dirais logique. Sauf que y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que, et on l'a vu, si je reviens à TPE1, sauf que chaque fois qu'on a un 26-35, ça peuple le niveau 33-20, on est bien d'accord là-dessus. Et que 33-20 devrait être au minimum à la même hauteur que 26-35. Or, on ne le voit pas. On voit une petite merde. Voilà. Ça traîne au canal 2250. On voit un petit chouïa, là. Pas grand-chose. Alors, vous pouvez zoomer dessus, hein, mais vous verrez une patate. Rien de plus, quoi. Et là, alors, pour le coup, quelques cas, donc ça veut dire à l'échelle de la détection et à l'échelle de la statistique, ça veut dire de temps en temps un 33-20 qui se fait détecter. Voilà, de temps en temps. Mais pas souvent. Et c'est pour ça que c'est même pas un pic, c'est une merde. Rien, on voit un truc là qui pousse comme ça. Alors là, par contre, pourquoi ne pas voir le 33-20? C'est une bonne question. Et comment se fait-il qu'on ne le voit pas? Alors, plusieurs hypothèses. La première, c'est que le détecteur ne voit pas. Bon, il faudrait avoir choisi un détecteur un peu space pour. Parce qu'un détecteur qui détecte toutes les énergies, sauf 33-20 spécifiquement, je ne sais pas où vous l'avez acheté, mais il faut me le dire, hein, parce qu'il a vraiment des caractéristiques un peu particulières de ne pas détecter pile poil une énergie. Bon, on pourrait avoir quelque chose qui réabsorbe, mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez vu la phénoménologie de la cascade Compton qu'il y a dans le scintillateur, etc. Donc, il y a peu de chances que poil le photon de 33-20 ou équivalent, on se mette à pas détecter ça, quoi. Bon. Deuxième hypothèse, si on ne le détecte pas, c'est qu'il n'a pas été émis. On émet un 26-35, on tombe sur le niveau 33-20, puis le niveau 33-20 reste en suspens. Voilà, du style, le physicien, on attend qu'il se barre, et puis on redescendra sur le fondamental une fois qu'il sera parti, histoire de faire chier le monde. Et puis alors, regardez à gauche, dans l'extrême gauche du diagramme, vous voyez les durées de vie des niveaux, les ordres de grandeur à 54 nanosecondes, 0,08 nanosecondes, 63 nanosecondes. Donc, ça vous dit que c'est de l'ordre de quelques nanosecondes, voire dizaines de nanosecondes, de rester à ce niveau-là. Donc, on ne reste pas suspendu sur 33-20 en attendant que l'expérimentateur arrête sa manip, ferme tous les appareils, rentre chez lui, et puis style, là, tout le monde descend, relaxe sur le niveau fondamental, en se disant, comme il n'est pas là, on va en profiter. Donc, peu de chance. Dernière hypothèse, si on ne le voit pas, c'est qu'il n'existe pas. Et qu'est-ce que vous avez comme phénoménologie en concurrence de l'émission gamma? Il n'y en a qu'une, la conversion interne. Donc un gamma qui n'existe pas,
mais un noyau qui relaxe quand même, sans émission gamma, mais par conversion interne. C'est-à-dire qu'il envoie jarter un électron de son propre cortège électronique et qui, comme ça, libère son énergie, en envoyant l'électron à une certaine énergie cinétique. Ah, alors là, ça peut se faire. Parce que là, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on a une vacance, ça veut dire qu'on a fait un trou dans une des couches électroniques du cortège électronique du neptunium. Auquel cas, on a fait une ionisation, qu'il a auto-ionisé son cortège électronique, on a une ionisation dans une couche profonde, on a un réarrangement du cortège électronique. Qui dit réarrangement du cortège électronique dit émission des raies X correspondant au réarrangement. Et ce qui expliquerait peut-être tout le bordel qu'on a en deçà de 26,35, toutes ces raies que l'on voit pousser en deçà de 26,35 et qui sont peut-être des suppositions, hein, mais il faut raisonner comme ça. Ils sont des raies qui pourraient être des raies X du réarrangement du cortège électronique. Alors, on se gratte un peu la tête et puis on se dit, je vais aller voir du côté de... prenez la page du TP2.1, 1, 2, 3, 4, 5, prenez la page 5 où vous avez toujours le fameux diagramme circulaire. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai fait une lacune dans une couche? C'est ce que me dit le diagramme circulaire. En TP2.1, page 1, 2, 3, 4, 5, en TP2.1, page 5, j'ai le diagramme circulaire de toutes les transitions autorisées. Transition autorisée veut dire transition interdite, mais interdite ne veut rien dire du tout, veut simplement dire que ça met plus de temps au sens de la mécanique quantique. Donc, voilà. Maintenant, la question, c'est où est-ce que j'ai fait le trou en question? Alors, si vous allez voir page 7 de ce même TP2.1, vous avez justement les énergies de liaison du neptunium dans les différentes couches. Vous avez, milieu du tableau, 93 NP, veut dire Z égale 93, NP qui veut dire neptunium. Vous avez les énergies de liaison des électrons sur leurs couches, sur les sous-couches même. Et regardez, l'électron K, n égale 1, est lié à 118 678 électronvolts, à 118 keV. L'électron L1 à 22 keV, 22 426. L'électron L2 à 21,600 keV. L3 à 17,61. Plus des pouillèmes dont on se fout. Qu'est-ce que j'ai comme gamma équivalent? Un gamma de 33 keV. Le noyau vient de lâcher un 26,35, voudrait lâcher un 33,20, le fait de temps en temps, très rarement, parce que je vois une petite méridouille qui pousse sur le spectre, mais le fait principalement de conversion interne, c'est-à-dire que je ne vois pas ce gamma, qu'il est passé sous forme d'une autre énergie, qui est de l'énergie cinétique d'un électron qui a été arraché à son propre cortège électronique. Donc j'ai un gamma, un équivalent énergétique de 33,20. Est-ce que vous croyez qu'avec 33 keV, vous allez arriver à arracher un électron qui est lié dans la couche K? Hors de question. 33, c'est pas 118. Par contre, 33 keV, c'est suffisant pour arracher un électron de la couche L1 lié à 22 keV. Un électron de la couche L2 lié à 21,6 keV. Un électron de la couche L3 lié à 17,6 keV. Et en revenant à la page 5 du diagramme circulaire, quand on fait des trous dans la couche L, 1, L2 et L3, c'est ce que vous avez énergie de liaison, vous voyez que vous avez plein
transitions possibles. Prenez tout en bas en L3 par exemple, une transition de M5 vers L3 qu'on appelle la transition L alpha 1. Pourquoi L? Parce que trou dans la couche L. Et pourquoi alpha 1? Parce que alpha 2. Deux transitions possibles de M5 vers L3 et de M4 vers L3. Donc vous pouvez, en ayant fait les seules et uniques ionisations possibles en couche L, parce qu'il n'y a que là que vous avez évidemment l'énergie pour pouvoir le faire, en couche K c'est hors de question, l'électron il n'en a rien à battre de ce qui se passe au niveau du noyau parce qu'il est franchement lié. Par contre, en couche L, c'est pas du tout le même beans. En couche L, ils sont plus sensibles et en plus, ils sont pratiquement dans le même spectre d'énergie, aux alentours de quelques dizaines de keV, et c'est quelques dizaines de keV que vous avez pour l'énergie du noyau. Donc, vous pouvez transiter de M5 vers L3, de M4 vers L3, et vous pouvez faire aussi d'autres transitions, de N vers L3. Vous pouvez faire des transitions avec des ionisations qui s'opéreraient en L2 et vous pouvez transiter en gamma, enfin des raies X gamma. Vous voyez, vous en avez quelques-unes au-dessus. Vous pouvez faire une transition de couche M, depuis les couches N, depuis les couches O vers L1. Donc ça fait un paquet de transitions quand même possibles, mais toutes ne sont pas autorisées. Celles qui sont autorisées, vous les avez sur la page juste en dessous, sur le diagramme plan que j'ai dessiné, pas le diagramme circulaire, que j'appelle le spectre L, transition autorisée vers les sous-couches de la couche L, pour trouver ce que j'ai dit à l'instant, transition de M4 vers L3, transition de M5 vers L3, d'autres transitions vers L2, d'autres transitions vers L1, et vous retrouvez le BINS que vous retrouvez pratiquement là sur le spectre expérimental d'américium, BINS des raies L alpha, des raies L bêta et des raies L gamma, tout le foutoir que vous avez sur ce spectre en deçà de l'énergie de 2635 qui était une raie gamma. Là, vous avez des raies X. Alors, vous pouvez aller voir dans les pages du TP22, peut-être la page 3 et 4, déjà, vous avez le spectre de l'américium qui se transforme en neptunium, qui est un peu plus élargi que celui sur lequel on travaille jusqu'à présent. Vous allez retrouver, de toute façon, j'ai plein de documents que je vous ai laissés de toutes sortes et qui clairement explicitent les choses dont on vient de parler. Donc c'est même dans le TP22, page 1, 2, 3 et 4, on s'intéresse au noyau d'américium, puisque c'est les 86% qui nous intéressent le plus. 85,2%, là, ils ont mis 86, ils ont mis 85. Ça a dû être retouché depuis pour affiner les résultats. Et donc, on voit les transitions possibles. Qu'il en soit, plus loin, vous avez ce qu'on a envisagé tout à l'heure avec le barium, avec le césium et le barium, Atomic Electron Binding Energies, c'est-à-dire les énergies de liaison des électrons sur leur couche. Et pour Z égale 93, le neptunium, vous avez, pour Z égale 93, des énergies de liaison de l'électron de la couche K, des électrons de la couche L, là on s'en fout, on l'a dit, des électrons de la couche L, des électrons de la couche M, des électrons de la couche N, et même plus loin de la couche O, etc. Avec toutes les transitions sur la page qui suit, possibles et imaginables, sachant que toutes ne sont pas autorisées. Vous avez même les différences qui sont faites, différences d'énergie, qui sont faites dans les pages suivantes, où on vous dit quelle est l'énergie de la K alpha, quelle est l'énergie de la K bêta, quelle est l'énergie de la K gamma, etc. K alpha 1, K alpha 2, L bêta 1, L bêta 2, telles qu'elles ont été diagrammées par les informations que vous y ai mises. Alors revenons, là vous avez vraiment le détail de tous les éléments qui vous permettent de tout calculer. Mais revenons plus simplement à TP21.
Que me dit le constructeur de son détecteur? TP2.1, l'avant-dernière page, le fameux Table of X-ray Emission Energies. La table des rayons X. Prenons Z égale 93, droite de tableau, Z égale 93 du neptunium. K alpha, colonne K alpha. Rien à foutre, on n'a pas fait de trou en couche K. Donc, même pas la peine de regarder. K bêta, pas de trou en couche K. Donc, pas la peine de s'y intéresser non plus. Colonne L alpha, 13 942 électronvolts. Et l'alpha, tiens, l'alpha, et l'alpha, et l'alpha, et l'alpha, et l'alpha, et l'alpha 1 et L alpha 2. Pourquoi L alpha? Parce que le constructeur connaît bien son détecteur. Il dit, vous n'arriverez pas à séparer L alpha 1 de L alpha 2 avec ce détecteur que vous utilisez. Vous n'avez pas une assez bonne résolution pour pouvoir le faire. Donc, contentons-nous du centre de gravité entre L alpha 1 et L alpha 2, qui se trouvera à 13 942 électronvolts. Je suis allé voir les physiciens atomistes, ils m'ont dit il y a une L alpha 1 qui fait 13 000, une alpha 2 qui fait 12 000 et des poussières, voilà, mais il y en a une qui est le quart de l'autre, donc le centre de gravité est plutôt déplacé vers la droite que vers la gauche, etc. Là, faisons un rapide calcul et on s'aperçoit que le centre de gravité des raies, si d'aventure elles étaient confondues, serait aux alentours des 13 942 électrons. Donc, peut-être une raie de 13 942 électronvolts. Revenons au spectre 3.2 de l'américium. Regardez la raie gamma 2635 qui se trouve au canal 1750 à la louche. Et ça va être 800 au canal 800. Ah, mais vous avez certainement une magnifique raie là qui représente les 13 942 électronvolts. Ou si ce n'est pas le canal 800, c'est ce qui se trouve en dessous, canal 750, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et puis d'autres raies, raie L bêta. Alors là, elle est toute seule normalement, à peu près toute seule, à 17 000 électronvolts. Alors c'est peut-être la plus grande justement. Puis une L bêta 2 à 16 000. Ah ben non, c'est peut-être pas celle-là la plus grande. Peut-être que L bêta c'est celle d'à côté, et puis ça c'est la précédente. Bref, vous avez des raies à 13 942, à 17 747, à 16 837, à 20 781, qui sont des raies X du neptunium, cortège électronique ayant été secoué par la conversion interne du noyau de neptunium qui ne voulait pas faire de gamma 33 et qui s'est dit, moi maintenant, gamma 33, je veux pas, moi, mon truc, c'est de faire jarter les électrons qui se trouvent en couche L, parce que c'est la couche la plus proche, soit atteignable pour moi et sur lesquelles j'ai assez d'énergie avec 33 keV pour faire jarter des électrons qui se trouvent ou en L1, ou en L2, ou en L3. Et donc réarrangement du cortège électronique. À votre manière, ce que vous en sortez, comment vous le sentez, c'est pas le tout de le dire, vous en avez déduit, vous tirez cette affaire-là au clair sur le spectre, et c'est ce que je vous demande. Première manière de le faire, c'est de prendre le spectre 3.2 et de faire l'étalonnage entre deux raies dont vous avez la certitude, la raie de 2635 et la raie de 5954, qui sont deux gamma. Y égale à x plus b pour répondre à elle là qui me posait la question tout à l'heure. Peut-être à l'aile, je sais pas.
poser la question de l'étalonnage et comment procéder à y égale à x plus b. OK. Donc, il y a Léna qui dit: «Je ne comprends pas trop comment vous savez que l'arrêt en 4000 correspond à 59,54 ?» Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai enregistré le spectre dans ce créneau-là. Je savais bien entendu où j'allais. Sinon, il faut investiguer plus longuement, il faut essayer toutes les raies, même celles qu'on voit très rarement, en se disant où est-ce que se trouve le 86%. Donc on prend le spectre dans sa globalité. On monte jusqu'à 1 MeV, 1 mégaélectronvolt avec le photomultiplicateur. On prend tout le spectre et on regarde là où ça pousse. On va s'apercevoir qu'il y a des trucs qui ne poussent pas ou très faiblement. Voilà. Et puis il y a un truc qui arrive assez souvent. Le premier truc qui arrive assez souvent, c'est à 86%, et c'est justement l'arrêt de 59,54. Donc, si on veut se concentrer sur tout ce qui se passe, ne regardons pas ce qui arrive très rarement, concentrons-nous sur à partir de où ça commence à le faire de manière assez fréquente, c'est 59,54. Donc, celle de 59,54, l'arrêt que je commence à voir le plus souvent, la première raie gamma qui commence à se manifester en partant des hautes énergies en descendant vers le bas, l'arrêt qui commence vraiment à se manifester, celle de 59,54, c'est la première gamma, et en dessous, va m'intéresser. Donc, je règle l'amplification de l'amplificateur de manière à ce que cette raie-là, et puis il y a même un bouton de volume en quelque sorte qui me permet d'accorder l'amplitude, d'accorder le facteur d'amplification assez finement. Cette raie-là, je peux la faire pousser sur la droite de mon analyseur multicanal, donc de toutes ces boîtes aux lettres dans lesquelles tombent toutes sortes de gamma. Et donc j'ai calé cette raie 59-54 un peu par accident au canal 4000, c'est-à-dire au bout, au pratique de mon analyseur multicanal, au bout du spectre d'analyse de mon analyseur multicanal. C'est moi qui l'ai volontairement calé, mais vous auriez pu le faire en prenant tout le spectre et tout le domaine d'énergie et en vous disant ensuite, bon, voilà. Alors, donc vous avez mis, donc à 4000, vous avez mis 59,54 et le reste, on retrouve grâce à l'étalonnage, absolument, oui, absolument. Alors, comment on va procéder? Donc maintenant, on procède, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 4000, 59,54, c'est là que j'ai mis la première raie qu'on commençait réellement à voir, parce que tout le reste c'était vraiment du subliminal, c'était du fantomatique. Donc, la première raie que je commence à voir, 59,54, je l'appelle à 4000, ok. Bon, 4000 par chance, là, sur le spectre que je vous ai fait, ça tombe bien, parce que la moitié de 4000, c'est 2000, donc à 2000, je suis au milieu de mon spectre. Et comme si j'ai 59, 54, on va dire 60 keV, hein, la moitié de 60, c'est 30, je devrais avoir 30 au canal 2000. Et effectivement, en dessous de 30, j'ai 26, et au-dessus de 30, je vois une petite merdouille à 33. Et d'ailleurs, le canal 2000, qui représenterait 30 s'il y avait une raie de 30 à cet endroit-là, est bien centré entre 26 et 33. On a presque 4000 de part et d'autre. 4000 électronvolts. Donc 26, 35 et 33. Alors justement, l'étalonnage maintenant que vous pouvez faire, c'est avec deux certitudes. L'arrêt de 59-54 qui se trouve au canal 4000, à vous d'aller voir si le sommet est pile poil à 4000 ou un peu à côté. Hein, donc vous faites là aussi un fit, comme vous voulez, un fit gaussien, centre de gravité, enfin comme vous voulez, ou alors vous vous contentez du maximum. Au canal 4000, et puis l'arrêt de 26-35 qu'on trouve au canal 1750 à la louche, comme ça, vu de près. Non, vu de loin, au contraire. Et vous faites y égale à x plus b. Si votre étalonnage est bon, si votre y égale à x plus b est bon, vous pouvez tout de suite repérer sa bonneté. Pourquoi? Parce que vous allez repérer la 3320 en mettant le canal 2250, qui est entre 2000 et 2500, 2250 à la louche, 2200, je pense, à vue de nez comme ça, c'est pas tout à fait le milieu, tout à fait 2250, c'est 2200. Si vous mettez le canal 2200, de toute façon, il suffit d'aller dans le tableau, hein, vous regardez à 2200, vous avez, si vous voyez que ça remonte un petit peu, le nombre de coups, le nombre de gamma ou de rayons X, on est à 0, 1, 1, 0,
Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Et puis, à 2200, oui, on voit qu'on monte un petit peu à 6, 4, 3. Voilà, ça pousse un petit peu, puis après on retombe à 0, 1, 1, 0, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est à peu près dans ces eaux-là. Vous mettez le numéro de canal, eh bien, 2200, vous devez avoir l'énergie de 33. À la louche, hein, puisque ce n'est pas une belle raie, vous allez avoir 33, 33, 30, 31, 34, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes, votre étalonnage, entre 26,35 et 59,54, grâce à 33, parce que vous voyez que le Compton, même si vous faites un zoom, l'arrêt de 64, vous n'avez pas beaucoup de Compton, on voit bien qu'il y a un bruit de fond à 3500. Et vous n'avez pas le pic de rétrodiffusion, vous n'avez pas le front Compton, c'est juste du bruit. À ces énergies-là, on fait pas 60 keV, on fait pas beaucoup de Compton. On en fait bien sûr, mais on n'arrive pas à le détecter très proprement. Donc, vous pouvez pas vous baser sur le front Compton et sur le pic de rétrodiffusion. Donc, vous pouvez par contre vous baser sur la 3320 et voir que 26,35 et 59,54 étaient de bonnes raies qui vous permettent de déterminer 33,20. Alors, si, partant du fait que vous avez justement 33,20, que vous arrivez à repérer 33,20, ça va vous aider à repérer la première raie X que de vous donne, qui est celle de 13 942, qui est la raie X de plus basse énergie possible à 13 942, puisque votre étalonnage marche pour 33,20, il est à peu près linéaire entre 26,35 et 59,54, vous allez repérer la 13 000 dans le spectre, et vous allez en déduire à quel canal elle doit se trouver, et si vous mettez le numéro de canal, eh bien, vous allez mettre l'énergie de l'arrêt. Donc, étalonnage entre 26,35 et 59,54. Une fois que vous avez trouvé, grâce à cet étalonnage-là, l'arrêt X de 13 942, vous refaites un étalonnage entre 13 942 et 26. Pourquoi en refaire un? Parce qu'avec cet étalonnage-là, entre une raie X de 13 942 et la raie gamma de 26,35, eh bien, vous faites un étalonnage qui encadre les raies dont vous voulez mesurer les énergies. À savoir l'arrêt de 17, 747, l'arrêt de 16, 837, l'arrêt de 20, 781. Et puis peut-être, vous verrez que là, vous n'en avez vu que 3 supplémentaires. Et vous voyez que sur le graphe, vous en avez beaucoup plus, enfin beaucoup, quelques-unes en plus. Faites les différences d'énergie, les différentes transitions autorisées. Allez voir dans les binding energies, c'est-à-dire dans les énergies de transition autorisées, les différences de ces énergies de transition. Faites les soustractions et vous allez retrouver les énergies des raies que vous avez entre 13 942 et 2635, qui sont des raies X. Donc d'un cortège électronique là qui, pour le coup, a été chahuté par une lacune en L1, une lacune en L2, une lacune en L3 faite par la conversion interne et dont le réarrangement est beaucoup. Parce que, effectivement, comme on a 3 couches au lieu d'une seule, on peut faire des trous dans 3 couches au lieu d'une seule, on a des réarrangements d'autant plus compliqués qui vous donnent un spectre d'autant plus riche. Et voilà la fin TP, en quelque sorte, qui me permet dans un premier temps, justement, d'élaborer ce genre de recherche qui est sur la base d'un étalonnage d'une source de césium, j'apprends à regarder le Compton et j'apprends à faire un étalonnage. Et après, sur une source vachement plus compliquée, je vois 2 faits. Le premier, c'est de l'émission gamma de laquelle je peux faire de l'étalonnage et en même temps me rendre compte qu'il y a encore de la conversion interne dans ce phénomène-là, complexifie un peu ma réflexion, et que sur la base de cette vérification quand même de la conversion interne, je peux refaire un deuxième étalonnage qui va me permettre d'encadrer les raies X, qui sont le résultat de la conversion interne, parce que j'ai fait des lacunes dans une couche, qui était une couche L, dont le cortège électronique qui se trouve au-dessus se réarrange en venant combler la lacune qui a été faite dans la couche L1 ou L2 ou L3 à chaque
Il s'agit bien entendu d'un neptunium différent qui fait ça, puisque à chaque fois qu'un phénomène est fait, c'est réglé pour ce neptunium-là, et on n'en parlera plus. Il faut que ce soit un autre noyau d'américium qui devienne neptunium, qui fasse un autre événement pour que je puisse le voir. Donc, tous les gamma peuvent laisser processus. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de photons de 662 keV. Pourquoi on fait un deuxième étalonnage? Parce que le deuxième étalonnage te permet d'encadrer de manière sûre. Les étalonnages en électronique, tu sais bien, c'est pas toujours, les phénomènes ne sont pas toujours linéaires. Donc, si tu étalonnes entre 26, 35 et 59, 54 pour voir 33, je te l'accorde, on ne peut pas mieux, en quelque sorte. On est, un point est en 26, l'autre est en 59, 33 est pas au milieu, mais est sur la ligne, donc ça va à peu près. Si ton étalonnage n'est pas linéaire, un peu parabolique ou un truc comme ça, si c'est pas y à la x plus b2, ax2 plus bx plus c, bon, on peut dire qu'on est dans la partie linéaire, que c'est à peu près valable. Mais si par chance, ton étalonnage n'est pas très très linéaire, et si tu encadres 26, entre 26 et 59 pour trouver des trucs qui se trouvent à 10, et hors de la zone d'encadrement, tu comprends? Donc c'est préférable de refaire un étalonnage entre 13 942, qui est une raie X que tu pourras trouver avec le premier étalonnage, approximativement, même je pense que tu vas tomber pile poil dessus, mais le premier étalonnage te permet de la trouver. Et une fois que tu as la certitude, et en plus parce que tu en connais l'énergie parfaite, puisque c'est dans le tableau des rayons X, tu refais un étalonnage entre celle-là, votre manière, et 26-35, qui sont là, cette fois, deux énergies bien connues elles aussi. Et ça va permettre de déterminer toutes les autres. De retrouver la 17, de retrouver la 16, de retrouver la 20, et de retrouver toutes celles qui ne sont pas indiquées dans ce tableau-là, qui peuvent être aussi des transitions autorisées. Ne fais pas les transitions interdites, ça ne sert à rien de faire des soustractions pour des transitions qui n'existent pas, mais on peut faire des soustractions pour les transitions dans le diagramme circulaire, qui sont les transitions qui existent. OK? Voilà. Voilà, on a fait le tour, hein, il n'y a rien d'autre de stupéfiant dans cette affaire. Vous voyez que c'est vraiment, c'est long, c'est très long parce que c'est très long à raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais tout est simple. Léna, bon, ok, si tout le monde a compris, on peut en arrêter là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je revienne sur autre chose, je suis toujours à l'autre bout du tuyau, de toute façon, si vous voulez m'appeler ou m'écrire, vous pouvez le faire, et vous n'hésitez surtout pas. Si vous avez des doutes, ok. Ah, bonne question. Si l'arrêt, Axel me demande si l'arrêt DL alpha est plus à gauche, c'est quoi? Ça va être une raie de fluorescence. Alors, une fluorescence de quoi? Je sais pas. Vous irez voir dans le tableau de rayons X qui est-ce qui fluoresce. Là, pour le coup, je pense que c'est de l'or. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce spectre-là n'a pas été fait avec un photomultiplicateur, il a été fait avec un autre détecteur. Parce que le photomultiplicateur, vous avez vu, plus vous descendez dans les basses énergies, on a vu 33 tout à l'heure, plus ça devient difficile de séparer des raies. Et là, le photomultiplicateur pour des raies de 13, donc le tiers encore, ça va devenir des patates. Et toutes ces raies-là, vous n'arriverez pas à la voir, vous aurez une grosse patate à la place de toutes ces raies déjà un petit peu séparées, mais pas toutes bien séparées d'ailleurs. Bon. Donc j'ai utilisé un autre détecteur qu'on appelle un silicium-lithium. Alors c'est un détecteur, pareil, c'est un peu comme le principe est un peu celui identique au photomultiplicateur, est encore plus gros que le photomultiplicateur parce que c'est un détecteur. C'est une pastille qui fait 1 cm², quelques millimètres d'épaisseur, on dirait une rondelle, une petite rondelle, hein, de silicium dopé au lithium. Ça s'appelle un détecteur lithium. C'est une pastille de silicium, d'un cristal de silicium dopé au lithium, qui est fait pour regarder les plus basses énergies, et spécifiquement les rayons X. Ça voit aussi les gamma, puisque c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, il a vu les gamma de 26,5 et le gamma de 59,54. Mais on voit bien qu'il est fait pour les basses énergies. D'ailleurs, regardez comme les raies sont vachement intenses. Les raies X sont bien plus intenses que les raies gamma, alors qu'elles devraient l'être moins. Parce que, en fait, avec un 33-20 qui arrive très rarement,
qui arrive à 6%, 6% comme le 26-35 d'ailleurs, avec un 33-20 qui arrive très... Vous voyez que vous avez des choses à raconter, hein, si vous fouillez un petit peu. Avec un 33-20 qui arrive très rarement, parce que le 26-35 est lui aussi très rare, 6% au lieu de 94. Par contre, vous avez des raies qui sont pratiquement le triple des raies gamma. Pourquoi? Là encore, comme vous avez diminué en énergie, vous êtes encore plus facilement détecté. Donc les raies X, on les voit. Et c'est vraiment un détecteur qui est fait pour voir les raies X. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un autre détecteur. C'est un détecteur beaucoup plus gros, parce que vous le savez comme moi, plus on cherche des choses qui sont petits, faibles, etc., et plus on va vers des trucs qui sont mouse costauds pour arriver à le détecter. Donc c'est un détecteur qui en fait est un détecteur qui refroidit à l'azote liquide, donc à moins 180 degrés, pour pouvoir détecter des rayons X de basse énergie comme ça, parce que la vibration même à température ordinaire du cristal va faire un bruit de fond phénoménal qui fait qu'on va pas voir, on va même pas voir les rayons X. Donc on va même pas arriver à détecter rien que la vibration. D'ailleurs, taper comme ça sur un détecteur silicium-lithium, ça vous fait disparaître le spectre tellement il y a de bruit de fond qui va monter dessus, parce que rien que les vibrations, du bruit ambiant, c'est suffisant pour faire pousser du bruit de fond. Donc le détecteur est très sensible, il est refroidi à l'azote liquide, donc c'est un plus gros détecteur. Et voilà. Donc j'ai fait par ailleurs dans un autre labo, j'ai fait ce spectre-là pour pouvoir voir la source d'américium. Alors effectivement, sur ce détecteur-là, pour le coup, qui sont des soudures certainement en or, enfin avec des matériaux, qui vont faire que, eh bien, les rayons gamma de la source d'américium, les rayons X qui sont émis aussi par cette même source d'américium et par ce noyau de neptunium, vont faire fluorescer, donc vont être détectés bien sûr dans le détecteur, mais une partie va traverser le détecteur là aussi. Alors pour le coup, c'est une pastille de quelques millimètres d'épaisseur, donc ça traverse aussi très facilement, mais comme on est à plus basse énergie, on arrive plus à les arrêter plus facilement aussi. Et ceux qui traversent vont derrière, et derrière, il y a de l'électronique avec des fils en cuivre, avec etc., etc. Et donc, on va ioniser ça, qui va renvoyer des rayons X qui vont être détectés dans le détecteur. Eh bien, vous regarderez si vous arrivez à vous caler sur cette énergie-là. Vous regardez quelle énergie, une fois que vous avez fait votre étalage, vous regardez quelle énergie c'est, et vous allez dans le tableau justement de l'avant-dernière page, de la page 21 du PowerPoint, pas du PowerPoint, mais du document, comment il s'appelle, TP2.1. Sur TP2.1, l'avant-dernière page, vous allez voir que quelle énergie peut correspondre à ce que vous venez de voir. Alors ça peut être des raies K, K alpha, K bêta, L alpha, L des raies K, et je pense que ça doit être des raies K qui peuvent être aux alentours des raies K qui sont celles de l'or. Je me souviens plus, l'or est à pour les raies, alors c'est pas les raies K, c'est les raies L, à 9000, 11000, 9712, 11440, 11583, 13000, voilà. Et donc vous avez peut-être aux alentours des 9, 11 ou 13 des raies qui poussent là et qui viennent en deçà de la raie de 13 942. Et c'est très certainement ça. Et si c'est pas ça, vous cherchez, on va investiguer ensemble, on va regarder ensemble ce que ça peut être. OK? C'est toujours ça, hein, de toute façon, en physique, on cherche, on ne trouve pas, et ce qu'on trouve, on s'y attendait pas. Et là, vous vous posez des vraies questions. OK? D'autres questions, d'autres demandes, d'autres besoins? Donc, vous voyez, c'est absolument pas compliqué. Il y a juste une foultitude de choses, pas forcément à savoir sur le bout des doigts, mais à avoir comprises pour se dire, voilà, c'est ça marche comme ça fait ça, c'est pas ça peut pas être ça, mais c'est peut-être ça, alors je vais aller voir, etc. Donc c'est de la vraie physique, quoi. C'est fait avec un diagramme, des bouts de ficelle, et puis 3 spectres, et puis voilà, quoi. Donc pas grand-chose.
Et parce que les physiciens avant nous ont fait des beaux tableaux, les physiciens atomistes ont fait des beaux tableaux avec des valeurs, etc. Après, si vous allez sur un site de physique, que c'est un sacré bordel de fils dans tous les sens, de détection dans tous les sens, d'appareillages divers et variés, etc. Parce que là, pour le coup, on se pose des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Ok? Bon, ben moi j'en ai terminé là. On aurait pu, si on avait eu un peu plus de temps, travailler sur la notion de résolution, mais comme je ne l'ai pas fait avec les autres, je ne le fais pas avec vous non plus. Parce que tout le problème, c'était d'arriver aussi à séparer des raies. Donc on aurait pu travailler sur la notion de résolution, comment on sépare des raies, comment on peut voir qu'on arrive à séparer des raies. On l'a vu qu'il y a des raies qui étaient un peu confondues, ont une bosse sur l'autre, l'une fait une bosse sur l'autre, il y a un épaulement, comme on dit. On sent bien qu'il y a un truc là derrière, bon, mais on n'arrive pas à le séparer. Donc la notion d'important, bon, on ne le fait pas là. Il y aurait une autre phase supplémentaire qui serait la phase de mesure de la section efficace d'absorption, mais là il faudrait vraiment faire la manip, regarder comment les gammas sont absorbés dans l'aluminium, comment ils sont absorbés dans le cuivre, comment ils sont absorbés dans le plomb avec différentes épaisseurs de cuivre, de plomb, d'aluminium, etc. Et mesurer les sections efficaces, ça se mesure parfaitement, en regardant comment les gammas disparaissent, en mettant un photomultiplicateur derrière tout ça, puis en se disant plus l'épaisseur est grande et moins j'ai de gamma. Et donc, on peut remonter à la mesure de la section efficace et voir que les sections efficaces se sont parfaitement tabulées. Et ce qu'on trouve d'ailleurs expérimentalement, on trouve des valeurs très proches des valeurs exactes qui ont été mesurées. Voilà. Et puis, en fait, ça, c'est le préambule d'un TP, d'une série de TP qui va jusqu'à la détection des rayonnements cosmiques et dans des émissions gamma en coïncidence. Vous avez des fois des intégrations de noyaux qui mettent non pas un gamma, comme je viens de vous le montrer, mais qui émettent deux gamma, hein, frères jumeaux, qui partent dans des directions opposées, par conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, qui partent dans des directions opposées, et on peut faire des mesures de coïncidence, justement. On peut faire coïncider aussi des gamma avec des rayons X, c'est-à-dire qu'on détecte un gamma et en même temps on va détecter des rayons X et voir que ça vient du même événement, à des angles différents. Donc on peut remonter vers peut faire des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus raffinées. Mais c'était juste un préambule, un travail celui-ci était juste un travail de préambule, d'initiation un peu en quelque sorte à la physique nucléaire et à la physique atomique. Donc c'était juste pour vous montrer comment ça marchait dans le noyau et dans le cortège électronique quand on chahutait un peu ce monde-là. Et il y a bien sûr des choses beaucoup plus raffinées à faire avec d'autres types de détecteurs, toujours plus gros, toujours plus dimensionnés, toujours plus ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'en ai terminé, sauf si vous avez des questions à me poser, bien sûr, et puis je suis à votre disposition. Bon, ben, si vous n'avez pas de remarques particulières, je vous laisse vaquer à vos occupations en vous remerciant d'être venu en cette journée de 1er mai, fête du travail, et nous le fêtons visiblement. Donc, Ouais. hein. Un petit Ok. repos sympa. Pardon? Un petit repos s'impose, là. J'ai pas compris. Un petit repos s'impose. Le Après le petit, TP. le petit repos s'impose. Oui, oui, de toute façon, ben, vous êtes La tête déjà va exploser. vous êtes depuis pas mal de temps en vacances, là. Il ne faut pas travailler plus de 8 heures par jour quand on est en vacances. Hein. Ah ouais, faut pas nous donner 1 heure non plus, jusque-là. Fou. Non, non, donc je vous dis, ouais, d'ici, si vous pouvez me le rendre, maximum aux alentours du 15. Si vous pouvez le 10, ça serait bien parce que ça me permet de corriger ça à tête reposée quand même. Et c'est une note qui rentrera dans votre contrôle continu, donc c'est convenu avec monsieur Bouquet d'Aden. Donc, puisque ça n'est pas un TP, puisque il n'y a pas forcément de TP possible, on puisse faire quand même
un simili TP, je l'ai vu avec le directeur de département aussi, on puisse faire l'équivalent de ce TP-là, puisque vous avez toutes les mains tout en main pour pouvoir le faire. Le reste était brancher des fils et puis attendre que ça se passe. Hein. Il n'y avait rien de plus. De voir tout près à quoi ça ressemblait une source radioactive, ça c'était intéressant aussi. Mais il n'y avait pas grand-chose de plus que de brancher des fils et puis regarder. C'est un spectre en quelque sorte. Voilà. Voilà, donc ce sera une note de contrôle continu qui viendra arrondir vos résultats certainement. OK? Ouais. Ouais, parce que de toute façon, on ne sait pas si on va avoir d'examen pour l'instant. Je sais pas. On prendre la note. Hein. Ouais, j'ai pas d'infos là-dessus. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas. OK? Ok. Bon, ben à votre disposition. Et puis, je suis au bout du tuyau s'il y a besoin. N'hésitez pas. Vous envoyez des SMS pour poser des questions ou vous préférez des appels? Ce que je fais dans ces cas-là, si vous avez une question particulière, envoyez-la par mail. Comme ça me permet de répondre collectivement à tout le monde. D'accord. Voilà. Ça, tout le monde est au courant parce que les questions viennent après, bien évidemment. C'est une fois que le prof s'est barré qu'on a des questions à poser. Exact. Donc, si vous avez des questions, ou parce que vous mélangez des trucs, vous n'êtes pas certain, etc., vous me les posez et je réponds à tout le monde. Sur le mail, hein, pas sur Discord, je leur répondrai directement sur le mail, comme ça tout le monde, comme j'ai vos mails, tout le monde l'aura. OK? Vos mails que j'ai, c'est les mails ENS. Hein. Bien sûr. OK. Juste une petite précision. L'envoi du TP se fait comment? Enfin, se fait par mail encore Oui, bien sûr, oui, bien sûr. sur votre adresse mail UVSQ? Sur mon adresse mail UVSQ, celle sur laquelle je vous ai convoqué au tout début. Vous pouvez le rédiger à la main, vous n'êtes pas obligé d'en faire un point doc que vous transformeriez en PDF ou pas. Si vous voulez manuscrit, vous faites manuscrit, vous prenez une photo ou vous le scannez et puis vous me l'envoyez comme ça. Ok. En culture G, j'ai reçu 70 sujets, 70 compositions différentes qui ont été faites de toutes sortes de manières. Donc, ça pose. Bon, là, c'était du texte à rédiger, donc ça peut. Et là, comme vous avez peut-être des graphiques à faire, des montages photo, une montage photo, des découpes à faire en spécifiant ce que vous voyez, à quelles énergies, pourquoi, comment, etc. Vous savez peut-être faire votre montage qui sera plus difficile à envoyer en PDF. Donc le scanner ou le prendre en photo et puis vous m'envoyez ça. Voilà. Dépassez pas les 10 ou 15. Bon, je crois que 15 mégas, ça passe encore dans le tuyau, mais pas des trop gros fichiers. 10 mégas, c'est bien, comme ça permet de. C'est sûr que ça passe dans le tuyau. De toute façon, je vous répondrai à chaque fois que je reçois, je vous répondrai que j'ai reçu. C'est pas de souci. OK? Ça roule pour tout le monde? Ouais. Bon. Bon, ben, je vous laisse réfléchir à tout ça et puis je suis à votre disposition. À bientôt, bonne continuation. Ouais, merci, bonne fête du travail. Ouais, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Ciao.